Eh bien bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va venir résumer le sixième cours magistral de développement de l'enfant et de l'adolescent. Alors là on a un gros programme, on va parler de la théorie de l'esprit, quatre grosses expériences qu'on va essayer de bien détailler. Et par contre je vous dis, il y a un sujet que je ne vais pas traiter, en fait c'est la dernière partie du développement cognitif, c'est les facteurs socioculturels sur le développement cognitif. En fait je trouvais que cette partie était courte, que j'ai pas trouvé très intéressante et j'ai pas trouvé non plus pertinente de la faire tourner en vidéo. Donc bon, je vous le dis personnellement, je la réviserai, mais voilà, je ne ferai pas de vidéo sur cette petite partie. Bon, du coup, je me prépare à ce gros programme, en espérant que la vidéo fasse quand même un peu moins d'une demi-heure, et on commence tout de suite. Alors, la théorie de l'esprit suggère que l'enfant ou l'adulte peut construire des savoirs basés sur les pensées, les intentions, les croyances ou encore les désirs d'autrui. Ces connaissances sur les états mentaux d'autrui permettent de mieux comprendre, expliquer et prédire des comportements. La théorie de l'esprit est souvent expérimentée sur les bases fondées par Piaget. On peut citer ses travaux sur la prise de perspective des enfants, donc la tâche des trois montagnes, qui est une tâche très connue qu'on peut facilement retrouver sur Internet, ou encore ses études sur le raisonnement qu'ont les enfants sur le monde. Donc l'exemple de l'animisme, ils peuvent croire euh, que des êtres inanimés sont vivants, par exemple les peluches, voilà, les peluches sont vivantes, un peu à la Toy Story. Et l'exemple des nuages où en fait les enfants peuvent croire à une certaine période qu'en fait les nuages sont produits par l'homme, ou encore si il neige dans les montagnes, c'est pour que les humains puissent faire du ski. Et c'est un peu une sorte de pensée opposée à la réalité un peu. Alors une seconde vague étudiait plus le développement métacognitif de l'enfant. Avant les années 80, chaque étude sur la théorie de l'esprit était basée sur une de ces deux vagues, d'après Flavel en 2004, qui a fait une petite méta-analyse des différentes études avant les années 80, il me semble. Et puis, vous voyez, en fait, il y avait une sorte de dualité entre ces deux vagues. Un article publié en 1978 par Premack et Woodruff sur les fausses croyances chez les chimpanzés viendra basculer les recherches sur la théorie de l'esprit dès 1983 avec Weimer et Perner. Perner ou Pernet? Je ne sais plus de son nom. Je vais regarder vite fait c'est quoi son nom. Non, il n'y a pas son nom, c'est pas grave. Alors en fait, parce qu'il y a une fois j'ai écrit Perner et une fois j'ai écrit Pernet avec un T, je crois. Donc je sais plus c'est quoi son nom. Donc on verra. Oui, parce que là je peux pas aller voir le diapo directement. Donc Perner ou Pernet, voilà, on verra. Je reverrai après la fin de la vidéo. Et donc voilà, en fait, à partir d'une étude qui a rien à voir avec la psychologie, donc c'est pas du tout basé sur l'humain, c'est basé sur les chimpanzés. Cet article qui est en dehors du domaine de la psychologie vient l'impacter et vient modifier les recherches sur la théorie de l'esprit en y ajoutant en fait un nouveau domaine en fait autour des fausses croyances. Alors, le développement de la théorie de l'esprit est progressif. À 2 ans, l'enfant est capable de comprendre l'attention partagée, notamment en dirigeant l'attention de son partenaire d'interaction. Donc par exemple, imaginons qu'il est face à sa mère et que derrière sa mère il y a une énorme araignée. Et ben, il va tourner le regard, imaginons qu'il ne puisse pas parler, il va tourner le regard pour que sa mère le suive du regard et qu'elle voit en fait l'araignée derrière elle, par exemple. Donc à 3 ans, l'enfant est capable de se décentrer de son point de vue pour se coordonner au point de vue d'autrui. Donc là en fait c'est l'âge où il devient réceptif à l'attention partagée. Donc c'est que à 3 ans en fait où imaginons que c'est le contraire, c'est la mère qui pointe du regard derrière l'enfant pour pointer en fait une énorme araignée. Bah, c'est qu'à cet âge-là, qu'à 3 ans, que l'enfant va comprendre, il va se décentrer de son point de vue, il va dire ah, elle regarde quelque chose, je vais me coordonner à son point de vue. Enfin, ils disent pas directement ça, mais c'est ce qui se passe un peu. Donc en fait, il va, il va regarder là où sa mère regarde, et là, hop, il va pouvoir voir, par exemple, la grosse araignée. À 5 ans, l'enfant commence à comprendre les fausses croyances que peut avoir autrui. Donc là, on a l'exemple de Max et Chocolat, qui est une expérience très connue. Je vais pas revenir dessus. Il distingue mieux l'apparence de la réalité. Donc on a par exemple l'éponge en forme de pierre, au sens où malgré qu'elle ait une forme de pierre, une fois que l'enfant sait que c'est une éponge,
il gardera en fait le fait que c'est une éponge malgré qu'il ait une forme, une apparence différente. Et il est capable aussi d'une prise de perspective visuelle. Donc là, c'est l'exemple du livre. Donc on imagine que l'enfant lit un livre, enfin qu'il lise, au moins il regarde les images à l'endroit. Donc si quelqu'un vient face à lui, il est capable de prendre une prise de perspective visuelle pour comprendre en fait que la personne face à lui voit son livre à l'envers. Alors de manière plus abstraite, vers 4-5 ans, l'enfant relie voir et savoir. Donc celui qui a vu sait, celui qui n'a pas vu ne sait pas. Alors ce n'est pas avant 6 ans que l'enfant comprendra que l'acquisition de connaissances peut aussi se faire par raisonnement inductif ou raisonnement logique. Alors les deux sont différents, mais on va garder le raisonnement logique. Alors pour expérimenter l'apparition de cette compétence, Sodian et Weimer en 1987 ont choisi des sujets âgés de 4 à 6 ans et c'est là que je vous présente l'expérience. Donc c'est une expérience avec des billes, une poupée et l'enfant, plutôt classique. Il y a une boîte transparente qui peut contenir soit des billes qui sont toutes de la même couleur, soit des billes qui sont de deux couleurs différentes. Donc là, dans l'exemple bleu-rouge, ou une boîte remplie de billes uniquement bleues. On a un enfant et une poupée. Chacun d'entre eux, suivant les conditions, peuvent, euh, au moment où l'expérimentateur va en fait mettre une bille dans un sac opaque, ils peuvent avoir un écran qui les empêche de voir en fait la manipulation de l'expérimentateur. Donc ça dépend des conditions. Donc il y a une condition où l'enfant voit mais pas la poupée, une condition où l'enfant ne voit pas mais la poupée si, une condition où les deux ne voient pas, et une condition où les deux voient. Et donc en fait, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a l'acquisition de connaissances, donc autrement dit, on peut savoir ce qu'il y a à l'intérieur de ce sac opaque si on fait une inférence, au sens où l'expérimentateur va mettre une bille dans ce sac opaque. S'il n'y a que des billes bleues, alors forcément, même si on ne voit pas, même s'il y a l'écran qui vient gêner l'observation, on saura qu'obligatoirement, ce sera une bille bleue à l'intérieur, par inférence. Au contraire, ça sera impossible de faire cette inférence dans une boîte avec une boîte contenant des billes de plusieurs couleurs. Effectivement, ici, si on ne voit pas, l'expérimentateur peut mettre une bille bleue ou une bille rouge. Hop, j'espère que l'énoncé de cette expérience était clair. Donc en fait, dès 4 ans, l'enfant réussit à acquérir la connaissance par un raisonnement logique. Donc si on prend l'exemple de l'écran plus une couleur, donc en fait, dès 4 ans, imaginons qu'il y a l'écran et qu'il ne voit pas ce que l'expérimentateur fait. Si la boîte ne possédait que des billes de la même couleur, il va être capable de dire « Ah bah dans le sac opaque, c'est forcément une bille bleue qu'il y a dedans ». Donc là, acquisition de connaissances par induction. Alors désolé pour la coupure, je reprends tout de suite, on a été donc au résultat. Alors oui, cependant, il faut attendre 6 ans pour que la majorité des enfants comprennent que la poupée peut aussi utiliser ce type d'acquisition, donc l'acquisition de connaissances par raisonnement logique. Donc en fait, ce n'est pour la majorité qu'à 6 ans qu'ils vont comprendre que la poupée peut aussi savoir qu'il y a dans le sac opaque une bille bleue, uniquement si dans la boîte transparente, il n'y avait que des billes bleues. Donc ce n'est qu'à 6 ans qu'ils vont se rendre compte que autrui est aussi capable de faire cette acquisition de connaissances par raisonnement logique. L'erreur la plus commise est de croire que la poupée ne pouvait pas savoir le contenu du sac opaque. Donc voilà. Donc l'enfant pense que, vu qu'il y a l'écran, la poupée ne sait pas. Donc en fait, il n'y a pas d'utilisation, enfin pour l'enfant, la poupée n'utilise pas ce raisonnement où il n'y a que des billes bleues, donc dans le sac opaque, c'est forcément une bille bleue. Alors, on passe tout de suite à la compréhension des verbes mentaux, qui a aussi été étudiée. En effet, mieux comprendre des verbes référents à un état mental, par exemple savoir, croire, deviner ou encore aimer, permet à l'enfant de mieux accéder
Enfin, de... Oula, c'est pas français. Oui. Permet à l'enfant d'accéder à de meilleures compétences en théorie d'esprit. C'est pas français ce que j'ai écrit, c'est incroyable. Donc autrement dit, meilleur langage, meilleure compréhension du langage égale meilleure théorie d'esprit, globalement. Et donc pour ça, on a Bassano et Champeau qui, en 1983, viennent tester la distinction des verbes savoir et croire à des enfants âgés de 6 à 10 ans. Savoir refaire un fait réel, alors que croire ne présuppose pas de vérité. Donc par exemple, je sais qu'il fait beau. Si quelqu'un vous dit je sais qu'il fait beau, c'est que dehors il fait beau. Forcément, c'est une vérité. Au contraire, s'il dit je crois qu'il fait beau, ça peut être par exemple dans un magasin, un supermarché où il n'y a pas où il y a pas de fenêtre, il peut croire, alors qu'en réalité, une fois qu'il sort du magasin, ben non, en fait il pleut. Donc la croyance n'est pas forcément vraie, le savoir est forcément vrai. C'est un peu la distinction qu'on fait entre les deux. Alors dans leur expérience, l'enfant est face à des poupées avec des ceintures de couleurs différentes. Donc c'est juste pour distinguer, par exemple, la poupée à la ceinture bleue, la poupée à la ceinture jaune, tout ça. Chaque poupée a une boîte face à elle, elle peut être fermée ou ouverte, contenir une bille ou non, et la poupée peut avoir les yeux fermés. Donc il y a 6 situations que j'ai représentées juste ici. Donc voici les 6 situations. Donc chacun a bien son numéro, par exemple. La situation 2, c'est vraiment quand la boîte est fermée et quand la poupée a les yeux fermés. Voilà. La situation 3, là, par exemple, la situation 3, là, ça représente une boîte ouverte et la poupée qui a les yeux ouverts. Mais là, il n'y a pas le petit point bleu. Le petit point bleu, ça représente en fait la présence d'une bille. Donc par exemple, la bille n'est présente que dans les situations 1 et 6. Bien évidemment, ça représente si la poupée a les yeux ouverts ou si elle a les yeux fermés. Voilà. Donc il n'y a pas de doublon, vraiment chaque situation est unique. Chaque situation a une combinaison de variables uniques. Alors ensuite, différents énoncés étaient proposés à l'enfant et il devait dire s'il pouvait être associé à la poupée. Donc voici les énoncés proposés. Il y a par exemple, est-ce que la poupée peut dire je sais que j'ai une bille, je sais que je n'ai pas de bille, je sais si j'ai une bille, je crois que j'ai une bille ou je ne sais pas si j'ai une bille. Donc si on va prendre l'exemple de la situation 1 en fait, parce que c'est celle après qu'on va parler dans le résultat. C'est pour mieux comprendre le résultat de cette façon. Donc dans la situation 1, on a la poupée qui a les yeux ouverts, qui a une boîte ouverte, et qui voit la présence d'une bille. Donc dans cette situation, elle peut dire je sais que j'ai une bille. Effectivement, parce que elle le voit, elle est donc sûre de sa connaissance. Je sais que je n'ai pas de bille. Non, elle ne peut pas, car on voit bien, enfin elle voit bien la présence d'une bille. Je sais si j'ai une bille, c'est aussi viable, car le si, on verra plus tard, engendre une réponse positive ou négative. Donc par exemple, quand on dit je sais si j'ai une bille, en fait, tu peux en avoir une, mais tu peux aussi ne pas en avoir une. La phrase marche, l'énoncé marche dans les deux cas. Je crois que j'ai une bille, donc là c'est basé sur une croyance, et là c'est pas possible, tout simplement parce que la poupée sait, à partir du moment où elle sait, autrement dit qu'elle possède la vérité, elle passe au-dessus de la simple croyance où elle peut potentiellement avoir la vérité. Et je ne sais pas si j'ai une bille, bah là c'est pas du tout applicable parce que disons qu'elle a tous les éléments pour savoir si elle a une bille. La boîte est ouverte, elle a les yeux ouverts, donc forcément elle sait si elle a une bille ou non. Après, vous pouvez essayer avec d'autres exemples. Hop. De toute manière, dans le diapo, il y a écrit chaque phrase est applicable dans telle situation. Alors, la distinction entre les deux verbes, donc entre savoir et croire, n'est pas claire avant l'âge de 8 ans. À 6 ans, les enfants ne distinguent pas les deux et associent l'énoncé croire avec la situation 1. Donc là, comme je vous l'ai dit, la situation 1, poupée a les yeux ouverts, la boîte est ouverte, et il y a une bille à l'intérieur. Et pour eux, à 6 ans, la poupée peut dire je crois que j'ai une bille. En réalité, on sait que c'est pas possible parce que ce n'est pas qu'une croyance, c'est un savoir.
au sens où la poupée ne peut pas juste croire car elle voit réellement la bille. À partir du moment où on voit réellement la bille, ça ne peut pas être qu'une simple croyance. Alors, une part syntaxique explique aussi les difficultés rencontrées. En effet, à 10 ans, 40% des enfants distinguent encore mal le je sais que et le je sais si. Donc, je sais que j'ai une bille, c'est le premier énoncé. Je sais si j'ai une bille, c'est le troisième. Alors, donc le je sais que j'ai une bille réfère à la présence. Donc, quand on dit je sais que j'ai une bille, ça veut dire qu'il y a forcément une bille en fait. Alors que si la poupée dit je sais si j'ai une bille, bah, ça veut dire que ça peut référer à la présence ou l'absence de la bille. Donc, par exemple, euh, si par exemple dans votre sac vous dites je sais si j'ai mon ordinateur, bah, ça veut dire que tu peux l'avoir ou non. Mais tu sais en fait s'il y a une présence ou une absence d'ordinateur. Si on se dit je sais que j'ai euh, un ordinateur, c'est-à-dire que là il y a forcément la présence d'ordinateur dans le sac. Petit exemple un peu plus concret en tant qu'étudiant. Alors maintenant, étude un peu complémentaire qui vient ajouter à la précédente quelques informations supplémentaires sur l'acquisition de connaissances. Non, pas du tout, non, non. Sur la compréhension des verbes mentaux. Oula, je commence à fatiguer, je crois. Donc là, on est bien encore sur la compréhension des verbes mentaux. Donc on a Johnson et Wellman qui, en 1980, ont cherché à savoir quand les enfants distinguaient les verbes savoir et deviner en prenant des enfants âgés de 4 à 9 ans. Donc je vais pas trop vous étaler l'expérience parce que c'est vrai que la vidéo risque d'être déjà longue. Je vous conseille d'aller voir le diapo. Je pense que l'expérience était plutôt. Je trouvais que le diapo était plutôt simple à comprendre. Puis au pire, vous avez aussi vos notes. Parce que bien sûr, tout le monde va au cours de développement. Il est extrêmement important. Alors, à 9 ans, l'enfant distingue bien les trois verbes. Au sens où ce qui était testé, c'était le verbe savoir, se souvenir et deviner. Et du coup, il répond correctement, quelle que soit sa réussite. Donc, qu'il ait trouvé ou non l'objet. Donc là, c'est par rapport à l'échec, la réussite, par rapport aux petites boîtes truquées. Et plus jeune, les réponses dépendent de la réussite. Donc là, il y a aussi un très beau tableau. Je sais pas si un tableau peut être beau. Donc il y a aussi un tableau qui permet de bien récapituler les choses, plutôt simple à comprendre. Donc je pétale pas trop sur cette expérience. Hop. On va maintenant aborder la croyance de second ordre. Alors là, c'est la partie compliquée où je me suis promis d'essayer de pas trop pédaler dans la soule. D'après l'étude qui va être présentée, son développement serait très important entre 6 et 8 ans. Elle porte sur l'état des croyances qu'a une personne sur les croyances qu'a une autre personne. Donc, typiquement, le je crois qu'il croit. Après, dans l'expérience, ça va plus être il croit qu'elle croit. Et pour ça, on a la tâche du marche en glace qui a été utilisée par Weimer et Pernet. Et là, j'ai mis Pernet, donc c'est Pernet ou Perner, je ne sais plus, en 1985. Et donc là, le petit paint. Un nouveau petit schéma qui va venir. En fait, je vais vous raconter en fait l'histoire. En fait, je vais vous raconter l'histoire du marchand de glace, de la tâche du marchand de glace. J'ai fait une erreur. Ah, comment perdre du temps? Faut ouvrir avec Paint parce que je compte faire des petites manipulations. Hop, pour vous aider à mieux comprendre l'histoire parce que c'est vrai que juste à l'écrit comme ça, c'est pas forcément le plus simple. Et là, forcément, au moment où je tourne une vidéo, faut qu'il y ait un problème. C'est incroyable. Il va falloir faire du coup 100. Ou sinon, je crois que je vais mettre en pause. Ouais, je vais mettre en pause, je reviens tout de suite en espérant avoir géré ce petit souci. C'est bon, pardon. Le problème est résolu. Je vais pouvoir vous présenter maintenant la tâche, enfin, l'histoire de la tâche du marchand de glace, quoi. Alors en fait, on a John et Mary qui rentrent de l'école. Avant de rentrer chez eux, ils passent au parc.
et ils aperçoivent, hop, un marchand de glace, qu'on va présenter par un petit point noir. Donc là, John, on va le représenter par un petit point turquoise, et Marie par un petit point rose. Voilà. Et donc là, Marie voudrait bien avoir une glace, mais le problème c'est qu'elle n'a pas d'argent. Du coup, il y a le marchand de glace qui lui dit: bah, très bien, je vais rester au parc, tu n'as qu'à revenir cet après-midi avec de l'argent, quoi. Donc là, voilà, c'était la première phase de l'histoire. Donc chacun rentre chez soi, et au moment où Marie mange, elle aperçoit le marchand de glace sur le chemin et l'aborde. Donc elle apprend, dans cette situation, que le marchand de glace ne sera plus dans le parc, mais il se situera maintenant au niveau de l'église. Donc, nouvelle connaissance apprise par Marie. Dans la situation, enfin dans la troisième partie de l'histoire, on a John qui veut revenir voir sa copine Marie et qui du coup au chemin aperçoit que le marchand de glace s'est déplacé à l'église. Donc là, lui aussi, John a cette nouvelle connaissance. Dans la dernière étape de cette histoire, on a John qui arrive à la maison de Marie et il y a sa mère qui vient lui dire que Marie est allée chercher une glace. La question que l'expérimentateur se pose, pose à l'enfant, c'est: est-ce que John va aller au parc ou est-ce qu'il va aller à l'église? En prenant en compte en fait les croyances qu'il a sur celles de Marie. En fait, ici dans cette situation, les enfants doivent, après l'histoire, essayer d'anticiper le comportement de John. Et donc c'est bien ça, le comportement, c'est: est-ce qu'il va aller à l'église ou est-ce qu'il va aller au parc? En fait, on a John qui croit que Marie croit que le marchand de glace est dans le parc. Donc pour John, Marie croit que le marchand de glace est dans le parc. Or, on a Marie qui sait que le marchand de glace est parti à l'église. Donc là, autrement dit, on a Marie qui, hop, est partie à l'église retrouver le marchand de glace. On a donc John qui croit faussement que Marie est allée au parc. Donc ça, en fait, c'est ce que croit John. Donc il croit que Marie est au parc, donc il va essayer de la rejoindre. Mais ça, c'est une croyance en réalité fausse. Car tout simplement, John ne sait pas que Marie sait que le marchand de glace est à l'église. Et donc ce qu'on observe comme résultat, je suis plutôt content de moi, j'ai l'impression que j'ai plutôt bien expliqué. Si ça se trouve pas du tout, vous pouvez me dire que j'ai mal expliqué, je prendrai pas mal. Alors, à 6 ans, l'enfant pense que John va aller à l'église. Donc en fait, il ne prend pas en compte la fausse croyance de John, globalement. Donc ainsi, oui, il ne prend pas en compte la fausse croyance de John et sur l'état des croyances de Marie. Donc en fait, à 6 ans, il ne se rend pas compte que John croit que Marie... il ne prend pas en compte que John a une fausse croyance comme quoi Marie pense que le marchand de glace est encore au parc. Donc John pense ça, mais c'est une fausse croyance qu'il a. On ne prend pas en compte du coup à cet âge-là la fausse croyance de John. Alors, il n'y a donc à 6 ans pas de distinction entre les niveaux de croyance. Donc il y a le premier et le second ordre.
Et le second ordre apparaîtrait plus vers 7-8 ans, donc cette capacité à se rendre compte que John croit faussement une croyance de Marie. Et du coup, oui, ça apparaîtrait plus vers 7-8 ans et ça se développerait jusqu'à l'âge de 12 ans. Alors du coup, on va finir maintenant ce petit rappel de cours sur la théorie de l'esprit en abordant la tâche des faux pas. Et là, voilà, la dernière expérience, la tâche des faux pas, qui va permettre en fait de mesurer les deux composantes de la théorie de l'esprit. Donc on a la composante cognitive et la composante affective. Composante cognitive, c'est tout ce qui est comprendre en fait, c'est arriver à comprendre les pensées, les raisonnements d'une personne, enfin ses croyances aussi. Et la composante affective, c'est la part émotionnelle en fait. Est-ce que du coup ça va le rendre triste ou est-ce qu'il est triste? Enfin, en fait, il y a une part émotionnelle et une part purement indépendante de toute émotion en fait. Et donc, on a la tâche des faux pas, qui a été créée par Baron Cohen et collaborateurs en 1999, qui permet de mesurer les deux composantes. Donc, dans leur expérience, les chercheurs ont pris, pourquoi j'ai mis on, je ne sais pas, ont pris des enfants âgés de 7 à 11 ans. Et donc là, on va pouvoir aborder la dernière expérience. Et au cours de cette expérience, en fait, les enfants ont 10 énoncés. Suite à chaque énoncé, il y aura des questions. L'enfant a un point s'il répond correctement à 4 questions, ce qui fait un total pour 10 énoncés de 10 points. Donc on a James qui a offert un avion, donc là c'est un exemple typique. Donc James a offert un avion miniature à Richard pour son anniversaire. Quelques mois plus tard, alors qu'il jouait avec l'avion, James l'a fait tomber sans le faire exprès. Ne t'inquiète pas, a répondu Richard. Je ne l'ai jamais aimé de toute façon. Quelqu'un me l'a offert pour mon anniversaire. Donc là, l'enfant doit détecter que Richard a fait un faux pas. Donc, question standardisée. Donc typiquement, est-ce que quelqu'un a dit quelque chose qu'il n'aurait pas dû dans cet énoncé? Donc là, oui, donc là, Richard a dit je ne l'ai jamais aimé de toute façon. Ça, c'est. On détecte le faux pas et on l'identifie. Donc détection, si on dit que oui, il y a un faux pas. Identification, on dit c'est quoi. Et là, on l'identifie en disant je ne l'ai jamais aimé de toute façon. Ça, c'est ce qui, dans cette situation sociale, quand on joue avec son copain, on va pas dire qu'on n'a pas aimé son cadeau d'anniversaire. Donc là, c'est la part affective parce qu'après, on se rend compte avec ce faux pas que en fait, James va un peu être déçu, quoi. Et donc, on a aussi, après l'énoncé, deux questions spécifiques à la question. Une première pour comprendre l'histoire, donc pour voir si l'enfant en fait maîtrise, si il maîtrise, enfin s'il comprend bien l'histoire. Typiquement, c'est qu'est-ce que James a offert à Richard pour son anniversaire? Là, c'est pour bien vérifier que l'enfant a bien compris l'histoire. Et on a une question sur la fausse croyance. Typiquement, est-ce que Richard se souvenait que James lui avait offert cet avion? Donc là, logiquement, c'est le non, et c'est pour ça qu'il fait ce faux pas, parce que il avait une fausse croyance. Pour lui, ce n'était pas James qui avait offert cet avion. Et là, les questions spécifiques traiteraient plus la partie cognitive, alors que les questions standardisées traiteraient plus la partie affective. Alors, les performances des enfants augmentent avec l'âge. Cependant, les progrès entre les filles et les garçons sont différents. Donc là, encore une fois, dans le diaporama, il y a un tableau qui récapitule bien les choses. Les filles sont globalement meilleures que les garçons, mais ont des performances qui augmentent le plus entre 7 et 9 ans. Au contraire, les garçons ont le plus de progrès entre 9 et 11 ans. Donc ce qu'on voit, c'est qu'en fait, les garçons progressent dans l'ensemble, sont dans l'ensemble moins bons et progressent plus tardivement que les filles. Alors globalement, la théorie de l'esprit est peu étudiée pendant l'adolescence, à cause d'effets plafonds observés sur les paradigmes actuels les plus populaires. Et donc, c'en est tout pour cette vidéo. Voilà, comme je le rappelle, je vais pas venir sur les facteurs socioculturels, je vais pas faire de vidéo là-dessus parce que les vidéos seraient extrêmement courtes et peu utiles, je pense.
je vais essayer peut-être de faire une vidéo sur du coup l'apprentissage scolaire, c'est ce qu'on a commencé mercredi de 8 à 10. Et sur ce, bah, je vous souhaite une bonne fin de journée, de bonnes révisions, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.